Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans ce deuxième épisode bonus d'À Poil, on sort un peu de la cuisine pour aller voir ce qui se passe en pâtisserie. À cette occasion, j'ai l'honneur de recevoir l'immense chef pâtissier Cédric Grolet. Je me considère pas comme un chef, je me considère plus comme un créateur. Je suis tout le temps en train de remettre en question, je suis tout le temps en train de raffiner les choses, je suis tout le temps en train d'aller chercher plus loin. Avec son million de followers, je savais que Cédric Grolet était un phénomène à lui tout seul. Mais en menant cet entretien, j'ai appris qu'il était la 3e personnalité food la plus influente au monde. Ce qui est quand même, à 32 ans, un truc de fou. Avec Cédric, nous avons parlé de rêves, de sculpture, de basket et de tarte aux pommes. Bonne écoute! N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, suggestions, questions et à désarmer un max d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter ce podcast. Bonjour Cédric. Bonjour Julie. Plusieurs classements t'ont élu meilleur pâtissier du monde. Oui. C'est un fait, mais qui es-tu Cédric Grolet? Qui je suis? Je suis quelqu'un qui vient de la campagne, d'un tout petit village où il y avait 3 maisons et des vaches et des moutons. Et une quinzaine d'années plus tard, je me retrouve avec ces titres-là. Donc une grande différence et une grande marche en avant par rapport à mon métier. Tu viens d'Auvergne? Oui, exactement, d'Auvergne. Comment est-ce que tu te rêvais pâtissier enfant? Depuis tout petit, j'ai toujours dit à mes parents, c'est simple, je veux juste faire des gâteaux dans ma vie, je veux rien faire d'autre, l'école ça m'intéresse pas, le travail ça m'intéresse pas, je veux juste faire des gâteaux. Je considérais pas ça comme travail en fait ou comme exercice, je pensais que c'était tout simplement du bonheur et je le pense toujours. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour en pâtisserie? Oui, c'est avec mon grand-père. C'était pas le premier jour de pâtisserie, mais c'était le premier jour en approche avec la gastronomie. Un moment où il m'a fait goûter cette glace vanille qui était dans une turbine à glace extrêmement vieille. Il m'a mis sur un tout petit tabouret, c'était une petite caisse de Coca-Cola, parce que c'était dans un bar. Il m'a fait monter dessus et j'ai mis mon doigt dedans et j'arrivais pas à récupérer ma glace vanille. J'avais 7 ans, je pense. Et c'est là que ça m'a, le moment déclencheur, je me suis dit c'est intéressant. Et je suis quelqu'un de très 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 gourmand sur la pâtisserie, bonbons, confiserie. Et ben mes parents m'ont laissé libre à essayer de la pâtisserie depuis tout petit. C'est là que donc tu t'es dit que t'allais en faire ton métier? Non, je me suis jamais dit je veux faire comme métier pâtissier. C'est ça qui est marrant. J'ai toujours dit que je voulais faire des gâteaux. J'ai jamais dit je vais être pâtissier plus tard. Je ne savais pas que ce métier existait. J'ai juste dit à mes parents, moi j'ai envie de faire des gâteaux plus tard, mais pas pâtissier ni boulanger ni quoi que ce soit. Et c'est venu au fur et à mesure. Et donc, tu as fait une école, Oui, j'ai fait 6 ans d'études. J'ai fait 2 ans de CAP, 1 an et demi de mention complémentaire et 2 ans de BTM. Après ces études, je suis arrivé à Paris à 20 ans. Je suis parti de l'âge de chez mes parents à 16 ans. Et à 20 ans, je suis arrivé à Paris. Tu travaillais en Auvergne? Oui. Dans des pâtisseries, tu as fait un apprentissage? J'ai fait à chaque fois, dans chaque pâtisserie où je suis allé, j'ai fait un CAP en 2 ans où j'ai travaillé dans une boulangerie-pâtisserie très 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 classique. Vraiment, on était le patron et moi, l'apprenti. Ensuite, j'ai fait une mention complémentaire. Et ben, j'étais vraiment dans une toute petite boulangerie différente aussi, mais encore aussi petite, mais un peu plus pâtisserie. Et ensuite, la 3e, j'ai fait une pâtisserie pure dans une pâtisserie différente, en Auvergne aussi. Et après, je suis arrivé à Paris. Et comment tu t'es retrouvé chez Fauchon? En fait, pendant ma semaine de vacances, quand j'ai reçu mon BTM, je suis monté à Paris et j'ai déposé des CV où les maisons me faisaient rêver. Et dont Fauchon. Et Fauchon m'a appelé pour un jour d'essai. Et à 20 ans, je suis arrivé à Paris le 2006. Octobre 2006, 2 octobre 2006, j'ai commencé à Paris. T'es passé de la petite boulangerie-pâtisserie de province à l'énorme pâtisserie parisienne avec renommée internationale. J'étais perdu. C'était une catastrophe. Je suis arrivé là déjà. Auvergne et arrivé parisien, déjà c'est un fait. Mais après, de changer de métier, changer de vie, changer d'amis, changer de... Toute ma vie, ma famille, je voyais plus personne. Ça a été extrêmement difficile. J'ai bien mis 10 ans pour arriver à comprendre un peu tout ça.
Et tu occupais quelle place chez Fauchon? La première place que j'ai commencé, c'est pas une place qui fait rêver, c'est que je tapais des macarons pendant plus de 2 ans sur une plaque et j'étalais des macarons et je les collais. Donc ça a été, pour pas dire horrible, c'était extrêmement dur. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. J'étais un peu un pâtissier qui était sanguin, ça veut dire que je suis toujours de l'avant et je vais toujours à fond dans ce que je fais. Donc du coup, ils ont voulu me calmer un peu, les patrons, les chefs, et ils m'ont dit maintenant tu vas aller en boulangerie, viennoiserie. Et où je ne voulais pas aller, je voulais aller dans les pâtisseries raffinées avec des couleurs, avec des choses extrêmement poussées. Et ils m'ont envoyé en boulangerie. Et j'ai fait presque 2 ans aussi en boulangerie. C'était très très dur. J'ai fait le matin, j'attaquais vers les minuit, 23h. Donc plus de vie pendant 2 ans, travailler les week-ends. Bref, c'était un challenge incroyable. Et en fait, grâce à ces 2 challenges, ils m'ont envoyé à Pékin parce que je savais faire les macarons et je savais faire la boulangerie et la viennoiserie. Et je suis allé former les Chinois pour l'ouverture à Pékin quand j'avais 23 ans, 24 ans. Et t'as jamais eu des moments de découragement au début, quand t'as... Tous les jours. Même en Auvergne. Si, c'est un métier qui veut ça en fait. Tous les jours, il y a des moments de se dire mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir, il y a toujours des problèmes, c'est extrêmement dur. En fait, ce qui est vraiment dur, c'est même pas le taux de travail, parce que le taux de travail, j'arrive à l'assimiler, mais c'est le côté vie privée en fait. Vous coupez tout. Enfin, moi, l'objectif que je voulais, c'est en arriver là où j'en suis. Donc, il faut couper le maximum de choses pour se concentrer sur sa carrière et les amis, la famille, tout ça, on oublie quoi. On va directement droit au but, c'est le travail. Et justement, est-ce que tu avais un plan de carrière quand tu as commencé en Auvergne, tout jeune en fait, je suis quelqu'un qui est extrêmement réfléchi sur ma carrière et sur ce que je fais tous les jours. J'avais un rétroplanning sur 10 ans, ce que je rêvais d'être. Et en fait, je considère une carrière comme un GPS. Si on veut aller à un point à un autre, il faut passer par des villes, par des endroits, par des adresses. Et c'est la même chose pour une carrière. Je peux pas aller d'être apprenti et arriver meilleur pâtissier du monde. Donc pour en arriver là, j'avais construit un rétro-planning sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ce que je rêvais de faire et où je voulais aller. Et j'en ai encore un sur 10 ans. Et je sais où je veux aller et où je veux me rendre. T'avais des étapes comme ça au fur et à mesure que tu te fixais, ouais. Auxquelles j'avais des points d'objectif en fait. C'est comme ça que je forme mes équipes. Mes équipes me présentent tous les 6 mois, 1 an, des objectifs qu'ils veulent atteindre, s'ils veulent passer commis, demi, chef de partie, faire un concours, faire une nouvelle création, et ce qui permet que la vie elle est beaucoup plus stimulante. Et tu te rêvais déjà meilleur pâtissier du monde Ouais, j'ai toujours dit à mes parents que je serais le meilleur pâtissier du monde quand je serais grand. Mais j'ai l'impression que je suis toujours pas grand et je l'ai été. Est-ce qu'il y a des pâtissiers ou des cuisiniers qui t'inspiraient ? Quand j'étais petit ? Oui. Ouais, énormément. Il y a Christophe Adam qui m'a inspiré. On le voyait dans le journal du pâtissier avec tous les collègues. On disait c'est incroyable ce qu'il fait, toutes ces couleurs, tout ce côté énergique, ce côté créatif. Il y a Monsieur Hermé qui était vraiment incroyable aussi par rapport à son charisme et par rapport à sa pâtisserie très française. Et Christophe Michalak, son côté un peu rock'n'roll et un peu cool et ses pâtisseries qui a modernisé tout ça en fait. Donc c'est 3 pâtissiers qui me faisaient vraiment rêver à l'époque. Et alors comment t'es arrivé au Meurice ? Fauchon, 6 ans, c'est cool. Et je suis quelqu'un qui marche avec le stress, qui marche avec la pression. Si tout est cool et tout se passe bien, pour moi, c'est que ça veut dire que je dors et qu'il y a un problème. Donc du coup, chez Fauchon, ça se passait trop bien. Après 6 ans, les chefs me faisaient confiance, je faisais un peu ce que je voulais. J'avais fait énormément de choses, j'avais voyagé énormément. Je suis monté au bureau et j'ai dit chef... je suis trop à l'aise, soit vous me donnez ça comme responsabilité, ou soit moi je pars. Il n'avait pas la possibilité de me le donner parce que ce n'était pas envisagé. Et donc du coup, j'ai dit je pars et je vais trouver une autre façon de voir les choses. Et la seule chose qui me manquait, c'était la restauration. Et j'entendais beaucoup de parler de l'ancien chef quand je suis arrivé. Il y avait Yannick Aleno et Camille Le Sec. Et ce côté cuisine, ce côté assaisonnement, ce côté recherche du produit, je l'avais pas du tout chez Fauchon. J'avais plus le côté esthétique. Donc j'ai envoyé mon CV. J'ai écrit moi-même mon CV. Je me rappelle à La Rochelle avec ma tante. On a envoyé mon CV et Camille Le Sec m'a appelé. Il m'a dit ça m'intéresse de te rencontrer. On a parlé de tout sauf de pâtisserie. On s'est tellement bien entendu directement. Et il m'a dit c'est ok pour moi, tu prends la place de sous-chef au restaurant gastronomique. J'avais jamais fait un dessert assiette de ma vie. Je me suis dit mon Dieu, alors là je retombe dans un truc incroyable. Et je suis retombé pas aux enfers, mais c'était limite ça. J'étais complètement paumé. Mes horaires, avant je commençais à minuit, je finissais à midi. Et maintenant je commence à 10h du matin et je finissais à minuit, 1h du matin. Donc j'ai complètement changé ma vie, ma façon de voir les choses, ma création, tout.
Et le mûrisse m'a pris pendant 6 mois d'essai. Camille Le Sec, ça s'est super bien passé. Et 6 mois après, j'ai pris la place de chef pâtissier. Parce qu'il est parti 1 an après. 1 an après, Ouais. et donc... Donc il m'a dit, Cédric, il m'a convoqué, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de prendre la place de chef pâtissier? Est-ce que je veux partir? Et je serais une fierté que mon chef prenne ma place. Je croyais que j'allais me tomber dans les pommes parce que pour moi c'était beaucoup trop tôt, j'avais 25 ans. Et je lui ai dit bon ben ouais, je vais essayer. Donc j'ai fait des testings et je me suis battu pour arriver à prendre cette place. Et tu faisais partie des plus jeunes chefs pâtissiers de Palace à Paris, Oui. de grandes maisons Ouais, comme ça. Ouais. Maintenant je ne le suis plus. Avec mes 32 ans. Et tu parlais de pâtisserie boutique, c'est vraiment différent c'est pas le même métier, la Non. pâtisserie-restaurant? Non, parce que quand je dresse un dessert du restaurant gastronomique, ma façon de créer, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, je vais travailler en fonction que le client est en face de son assiette. Moi, quand je me lève le matin, j'ai pas envie de manger un dessert gastronomique ou un citron ou une pomme. J'ai envie de manger un croissant ou du pain et du beurre et un chocolat, enfin bref, du café. Et ben, c'est la même chose pour un restaurant gastronomique. Le restaurant gastronomique, quand le client vient au restaurant gastronomique, ça veut dire qu'il vient faire un essai. Ça veut dire il part pour une expérience. Quand je fais pour le tea time, ça veut dire qu'on est entre amis ou entre familles, on se pose entre deux, ça veut dire qu'on est entre le déjeuner et le dîner, et on veut se faire un moment de plaisir pâtisserie. Donc là, j'envoie la sauce, je vais faire des pâtisseries extrêmement simples, compréhensibles, et je veux pas casser la tête aux gens quand ils viennent manger mes gâteaux, je veux qu'ils réfléchissent pas en fait, qu'ils mangent et c'est bon, et ils s'en souviennent toute leur vie. Et ensuite, il y a pour la boutique, ça voyage, c'est pas des pâtisseries qui ont 2-3 minutes de vie, ils ont 1 heure, 2 heures, jusqu'à une journée, 2 jours. Donc il faut tout réfléchir et tout repenser différemment par rapport aux recettes et par rapport à l'emballage, par rapport à la créativité, par rapport au temps qu'elles vont durer dans le frigo. Donc c'est tout réfléchi différemment. Hein. Quand tu es devenu chef, les prix ont commencé à arriver assez vite quand même. Oui. À quel moment ça s'est emballé? Enfin, t'as eu l'impression que ça s'emballait? 2015. 2015, je suis passé chef pâtissier 2012, début 2013. 2015, je sors meilleur pâtissier de France par le magazine Le Chef. Et 6 mois après, je reçois un autre prix du meilleur pâtissier. Et après, ça s'est enchaîné jusqu'à là aujourd'hui que je vous parle. C'était... j'ai reçu tellement de prix que je sais même pas combien j'en ai. Je les ai tous reçus. Il y a eu le 50 Best récemment. Le 50 Best il y a un mois. J'ai eu l'année dernière le meilleur pâtissier du monde par les grandes tables du monde. Donc c'est le 50 Best, je pensais vraiment mon objectif l'avoir avant à 40 ans, 45 ans. J'ai 32 ans, ils m'ont remis le prix. Donc je suis un enfant gâté. Et est-ce que t'expliques ce succès? Enfin, est-ce que tu sais... Je l'explique par rapport aux clients. En fait... les titres, c'est quelque chose, c'est important, ça fait plaisir, c'est très bien, ok. Mais le plus important au bout du compte de tout ce que je veux et de mon meilleur titre que j'ai, c'est les clients. Aujourd'hui, les clients, ils sont tous les jours là. Mon tea time est complet sur presque 3 mois. La boutique est complète tous les jours. Le brunch, on me demande tous les jours, c'est complet tout le temps. Tous mes points de vente sucrés au Meurice marchent à 100%, voire même 200% parce que c'est tout le temps complet. Donc, les titres, c'est quelque chose pour moi personnel, mais le client, il s'en fout, je pense, du meilleur pâtissier du monde ou le meilleur pâtissier de France. C'est quelque chose de différent. Ce que j'implique dans ma carrière et ce que je veux vraiment où aller, c'est le client. J'écoute énormément le client. Et en fait, le fait d'écouter le client, ça me permet de décrocher autant de titres et de médiatique. Quand je poste sur les réseaux sociaux mes photos, je regarde les commentaires, j'écoute, je sens. Quand les clients repostent les photos, quand ils viennent manger ici, je regarde aussi. Et ça me permet de juger ma pâtisserie et de prendre attention à chaque client, ce qui va penser de ma pâtisserie. J'écoute jamais mes amis, jamais. J'écoute jamais ma famille, j'écoute jamais les chefs, tous les chefs pâtissiers, je n'en ai jamais écouté un, parce Pourquoi? que c'est des amis, parce qu'ils vont jamais vous dire, ça m'est jamais arrivé un chef pâtissier qui est venu me voir et m'a dit ouais c'est pas bon, hein, franchement ça va pas. Parce qu'il n'osera pas, et je trouve que... Alors que les clients, ils osent... Et le client, il paye. Le client, il paye. Il vient là, il paye tant d'euros pour un dessert. Si ça lui va pas, je peux vous dire qu'il va le dire. Et donc, c'est ça que j'aime. Le client, c'est la vérité. Et j'écoute énormément les clients. Et j'allais te demander, c'est pas une question vache, mais qu'est-ce que ta pâtisserie a de plus que les autres, tu vois, pour arriver... Enfin... Voilà, tu dis que tu écoutes le client, mais comment tu t'es différencié un petit peu pour arriver à ce niveau-là à 32 ans alors que c'est une première? Je pense que je suis là au bon moment et à la belle année.
Je pense que non, mais c'est vrai parce que j'ai su utiliser les réseaux sociaux. Instagram m'aide beaucoup par rapport à mon notoriété et les clients viennent énormément pour mes réseaux. Tous les jours, ils me le disent. Ensuite, ma pâtisserie est physiquement belle, elle est compréhensible. C'est des fruits, c'est des Saint-Honoré, c'est des Paris-Brest, c'est des choses qu'on comprend. Et sur le goût, je vais droit au but. En fait, je ne mélange pas les saveurs. Quand moi je vais dans un restaurant, la première chose qui m'embête, c'est de lire la carte. Je choisis jamais ce que je mange. Je demande toujours à les personnes qui m'accompagnent parce que ça m'énerve. Je réfléchis toute la semaine, toute la journée, tous les jours. Donc je demande de choisir ma place. Non, mais c'est chiant de choisir. Moi, ça m'embête. Et ensuite, quand il y a plein de saveurs dans un dessert ou dans un plat, moi je le comprends pas. Donc je mange pour manger, mais je comprends pas. Et j'aime comprendre ce que je mange. Donc dans tous mes desserts, à chaque fois que je fais un dessert, à chaque fois que je crée, je me dis ok, Cédric, il y a ça. Tu veux donner quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire stimuler au client? Et à chaque création que je fais, c'est toujours un parfum, c'est jamais compliqué, un parfum et un assaisonnement. Et je pense que c'est la clé de la réussite de demain. Ça veut dire de ne pas embêter le client, lui laisser la possibilité de choisir ce qu'il a envie de manger sans lui embêter avec des décors, avec des choses qui ne servent à rien dans un dessert. Regardez, dans mes pâtisseries, il n'y a aucun logo. Tous les pâtissiers de France dans le monde mettent des logos avec leurs signes, des plastiques et des chocolats. Des petites cartes qu'il faut enlever. Voilà, qu'il faut enlever avant de manger. Donc, après, que les pâtissiers le fassent, c'est leur choix. Mais je pense que si je n'embête pas le client, le client reviendra me voir. Et j'ai toujours le beau m'a fait venir et le bon fait revenir. Et c'est ce que mes clients me disent tous les jours. Et ça, c'est une réflexion que tu as menée petit à petit ou oui, ça s'est pas fait tout de suite du jour au lendemain. C'est tout ce que je suis en train de dire, en fait, je le dis à la place des clients. C'est un pourcentage de clients que je parle tous les jours qui me guide, en fait. Comme je suis ouvert et que j'écoute et que je pense que ma pâtisserie a évolué énormément et doit évoluer encore, et ben la seule solution pour la faire évoluer, c'est pas seulement moi, c'est l'équipe, les clients et moi. Comment sont venus les trompe-l'œil ? Les trompe-l'œil, je l'ai créé le premier en 2013, c'était la cerise estragon. En fait, quand j'ai commencé la pâtisserie chez Fauchon, je suis arrivé, je n'arrêtais jamais de sculpter du chocolat. Je sculptais du chocolat tout le temps. Je sais pas pourquoi je sculptais, mais j'adorais me servir de mes mains et sculpter du chocolat. Et un jour, je me suis dit, au lieu de sculpter du chocolat, je vais sculpter mes gâteaux. Et je trouverais ça beaucoup plus intéressant de sculpter des gâteaux que utiliser des moules, les mouler et les démouler. Parce qu'ils sont tous pareils. Et en fait, comme je sors de la nature et que mes parents m'ont éduqué vraiment avec les fruits, je trouvais que de prendre un dessert à la cerise, de prendre les cerises, les mixer et faire des couches parfaite dans un gâteau à la cerise, je disais mais une cerise c'est magnifique, pourquoi pas sculpter une cerise? Donc j'ai commencé à sculpter ma première cerise et j'ai trouvé un regard incroyable sur les clients quand j'ai mis la première cerise à table. Et donc du coup je me suis dit mais la cerise c'est fini, qu'est-ce que je fais? Et j'en ai fait un autre et ça s'est enchaîné. Et aujourd'hui j'ai une 30aine de fruits à la carte et on change toutes les 2-3 semaines, un mois et les clients sont complètement fans. C'est devenu ta signature? Oui, complètement, ouais. C'est pour ça qu'on a sorti le premier livre qui s'appelle Fruits. En fait je trouvais que les cuisiniers avaient fait les légumes. On en entend parler depuis des années, mais il n'y a aucun pâtissier qui s'est dit je vais faire fruits. Et je me suis dit, je trouve que c'est un grand boulevard pour moi, autant utiliser ce domaine que le monde entier connaît, parce que qu'on soit en France ou qu'on soit au bout du monde à Tahiti, ils utilisent des fruits, le monde entier utilise des fruits. Et la preuve, notre livre a été traduit en 13 langues, donc c'est juste une très belle réussite. C'est beaucoup de travail. Tu m'avais dit à propos de la noisette que c'est vrai que c'est vendu 17 €, mais en boutique par exemple. Mais c'est énormément, tu m'as dit plusieurs jours de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents, rapidement, en simplifiant, bien sûr. Les différents procédés En fait, déjà, le travail qu'il y a déjà sur chaque fruit, c'est la création. Par exemple, la fraise qui vient de sortir à la carte seulement cette année, j'ai mis 6 ans pour travailler dessus. Chaque année, au moment de la fraise, j'ai essayé, j'ai jamais validé la fraise, j'y arrivais pas, j'avais pas un bon goût, j'avais pas le bon assaisonnement, j'avais pas la bonne couleur, ça ne marchait pas. Et là, j'ai mis 6 ans. Donc déjà, avant de parler de la recette, c'est 6 ans de travail avant. Sur le citron, j'ai mis 3 ans pour vraiment qu'il soit parfait. Donc chaque fruit, la noisette, j'ai mis plus de 2 ans. Donc à chaque fois, c'est extrêmement compliqué. Et chaque fruit, c'est à peu près entre 2 jours minimum jusqu'à 1 semaine de travail sur un fruit. Et c'est tout sculpté à la main, il n'y a aucun fruit qui n'a de moule. J'ai tout sculpté à la main. Non, il n'y a pas de moule. Donc chaque fruit, on part sur une sphère, soit on va enlever ou soit on va rajouter pour former le fruit. D'accord. Et ensuite, la finition de chaque fruit, c'est extrêmement long. Parce que, en fait, l'idée du fruit, c'est d'avoir
de respecter la nature, de ce qu'elle nous donne, mais de la sublimer. Donc on va prendre tous les fruits, on va les recevoir, on va les cuisiner. Donc à l'intérieur, on va avoir une sphère énorme de fruits cuisinés avec un assaisonnement. Ensuite, on va avoir une mousse qui nous permettra de sculpter et donner de la saveur de la pâtisserie. Et ensuite, on aura un enrobage. L'enrobage, c'est du chocolat blanc plus du beurre de cacao qui me permettra de donner la structure du fruit, le croustillant. Parce que tous ces fruits nous sont sans gluten. Donc on a la possibilité de les manger sans gluten et sans biscuit. Et donc du coup, le croustillant, je l'ai avec l'enrobage qui est tout autour. Et ensuite, sur le transport, c'est un dessert qui est extrêmement fragile. Donc il y a un packaging qui est fait sur mesure. J'ai envoyé tous mes fruits factices à mon créateur de packaging. Il les a pris, il les a mesurés pour créer un packaging qui arrive à faire tenir les fruits dans la boîte. Donc c'est un travail monstrueux du début à la fin. C'est impressionnant parce que j'ai goûté la fraise il y a un mois à peu près. Elle a les petits points noirs comme une vraie fraise. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment hyper bien fait. En fait, j'ai pas voulu... Il y a certains fruits que je vais essayer de m'approcher le plus possible. Il y a certains fruits, je vais donner un côté gourmand. La fraise, par exemple, il y a plein de pâtissiers qui mettent des graines de sésame pour faire les points blancs et des petites... Et je trouvais que ça faisait kitsch. En fait, j'ai essayé de donner le côté utile. Donc tous les petits points noirs, on met du clou de girofle au dernier moment de la passette dessus, ça dessine sur le rouge, et ce qui permet de faire ressortir la fraise et surtout donner de l'odeur. Donc à chaque fois que je dessine des fruits, j'essaye de trouver quelque chose d'utile en termes de dégustation et physiquement. Par exemple, la noisette, on n'a jamais vu une noisette or, mais je l'ai sublimée en fait parce que je m'approchais trop près de la vraie noisette et je la trouvais kitsch en fait. Je pense que chaque fruit, il faut le sublimer avec le côté gourmand de la pâtisserie. Au printemps, tu as ouvert ta boutique que tu as voulu comme un laboratoire où les cookies sont cuits sur place. C'est l'aboutissement d'une longue réflexion. Oui, la boutique, il y a eu 2 ans de travail avant l'ouverture et jusqu'au dernier jour, 2 semaines avant, j'ai failli changer tout le projet avant l'ouverture parce que j'avais eu peur de l'approche des clients parce qu'aujourd'hui, la boutique que j'ai créée à Maurice, il n'y en a aucune dans le monde, de faire des pâtisseries comme ça, sans plan de travail, sans vitrine réfrigérée, avec des gâteaux et avec des étiquettes et avec des prix alignés, ça n'existe pas. Et j'avais envie de donner la possibilité aux gens, parce que tous ces clients qui me suivent sur les réseaux, qui mangent au Meurice, qui me disent tout le temps, depuis 7 ans, chef, on aimerait amener vos pâtisseries à la maison et que je pouvais pas. Donc j'avais envie de leur donner la possibilité d'amener les pâtisseries à la maison et surtout de me voir cuisiner à la pâtisserie. Donc on voit tous mes pâtissiers en train de faire du matin à 6h, on ouvre les volets. Ah oui, à 6h. De 6h à midi, on ouvre les rideaux. Et tous les gens qui passent tous les jours devant le matin, c'est fermé pour se rendre compte du travail qu'il y a, pour se rendre compte de la matière première qu'on utilise, pour se rendre compte des pâtissiers, comment ils travaillent. Et ensuite, on ouvre à midi. Et de midi, on ferme quand il n'y en a plus. Pourquoi j'ai créé ce concept ? Parce que ma pâtisserie est trop longue à faire. Et le temps que je fasse toutes ces pâtisseries, ça me prend tellement de temps que je ne peux pas produire pour tout le monde. Donc ce que j'ai voulu garder ma qualité, garder mon savoir-faire et de donner un peu tous les jours. Parce que je dis tout le temps, quand on a ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, on n'en prend plus conscience. Et donc ma pâtisserie, j'ai envie d'un peu de la rendre un peu comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ça de telle heure à telle heure, et quand il n'y en a plus, et on passera demain. Voilà. Et ça permet aux gens de venir, que c'est comme s'ils venaient un petit peu dans les cuisines. Voilà. Ouais, ils ont contact directement avec le pâtissier, ils goûtent les matières premières, ils goûtent les fruits, ils peuvent choisir l'assaisonnement de la tarte. Si, par exemple, il y a la fraise basilic, et s'ils n'aiment pas le basilic ou le clou de girofle, ils nous le disent, et hop, on la cuisine devant eux. Mais le truc, c'est que parfois, il va y avoir du négatif. Ça veut dire que les gens, ils viennent, ils sont sûrs d'avoir la noisette, mais non, la noisette, il n'y en a plus. Donc, c'est un double tranchant. Ils reviendront. Voilà, c'est ce que je me dis, j'espère. On parlait d'emballement médiatique tout à l'heure. Tu l'as voulu, tu l'as cherché. Ça t'a surpris ? Alors, quand j'ai commencé Instagram, moi je ne savais pas qu'Instagram existait. Donc c'est une amie qui m'a pris mon téléphone et m'a dit Cédric, ce que tu fais c'est complètement fou. Je vais te mettre sur Instagram et il faut que tu le fasses connaître dans le monde entier. Mais je dis mais moi j'ai pas besoin d'aller réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, je suis pas du tout réseaux sociaux. Elle m'a pris mon portable, elle m'a inscrit dessus et elle m'a mis ma première photo et ça marchait incroyable. J'ai dit mais pourquoi il y a autant de gens qui likent ma photo, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait je me suis fait prendre au jeu et j'ai regardé hier, il a 4 ans l'Instagram. 4 ans. Ouais. Et on a pris 3 ans. En 3 ans, on a pris 800 000 followers, 900 000 followers, parce qu'on a mis 1 an pour prendre 100 000. Et en fait, ça s'est emballé extrêmement vite. Et aujourd'hui, c'est mon vrai outil de travail et j'y fais extrêmement attention et je l'utilise d'une façon intelligente. Je prends un contact en fait avec mes clients. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois des milliers de messages par jour. Mais
j'essaie de regarder tout ça. Souvent on me dit mais est-ce que c'est vous qui gérez votre Instagram? Oui, c'est moi parce que j'ai envie d'avoir un contact encore avec les clients. Tu prends tes photos, ouais, tout est pris par moi. Ouais. Tout. Tu gères tout. Tout. Ouais. L'Instagram, personne. Il y a pas mal de monde qui m'ont dit ouais mais il faut que tu prennes quelqu'un, ça sera mieux. Un community manager, non. Ça, je me débrouille bien là-dessus. Et il y a quelqu'un qui t'a formé quand même. Non. En fait, je suis quelqu'un de très esthétique sur les couleurs, sur les formes. Mes pâtisseries, je sais comment les mettre en avant. Et dans mon Instagram, je sais quand je dois poster et comment je dois poster pour que ça marche un petit peu. Comment tu gères cette notoriété? Des fois c'est dur, des fois c'est cool. On te reconnaît dans la rue? Ouais. Des fois c'est cool, des fois c'est dur. Mais je peux pas me plaindre. Je suis quelqu'un qui est relativement très demandé et les gens, je peux pas dire 100%, mais j'ai 99,9% de positifs, de messages et de gens heureux. À chaque fois qu'ils me voient, ils sont super heureux. Donc je vis une vie de rêve. Franchement, pour un pâtissier, je vis une vie de rêve. Je pense qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui aimeraient être à ma place. Ça te fait quoi d'avoir plus de followers non pas plus, mais pareil, quasiment qu'Emmanuel Macron et Marion Cotillard? Plus, ça pas longtemps. Mais oui, j'ai regardé il y a une semaine, il a triché. Je pense que c'est le football. C'est cool. C'est drôle. Pour un pâtissier. Bah oui, t'as plus de... Enfin, non mais bon, on peut trouver plein de comparaisons, mais plus que... Beaucoup de... Mais plus que des gens très célèbres, même. Des gens célèbres et que les cuisiniers salés. Oui. Oui, aujourd'hui Instagram m'a demandé, je suis allé les voir dans les bureaux, ils m'ont nommé premier pâtissier du monde en termes de suivi, d'influence. Ouais, et 3e mondial food. Ah donc, oui. Ouais. Qui est devant toi? Il y a 2 chefs de cuisine américains avec 3 millions de followers. Ah oui. C'est Cauchemar en cuisine. Je sais plus comment il s'appelle, Gordon Ramsay. Ouais, voilà. Et un autre cuisinier que je ne connais pas. Donc j'ai encore du boulot. Des objectifs. Oui, c'est important. Pour mettre sur le plan de carrière. Je peux m'arrêter là. Est-ce que les chefs pâtissiers sont des chefs comme les autres? Les chefs pâtissiers sont des chefs comme les autres. Enfin, est-ce que par rapport à un chef cuisinier, tu as l'impression de faire le même métier, d'être... Alors, je pense qu'on a tous le même point d'objectif, c'est de rendre heureux le client. Que ce soit un chef de cuisine ou un chef de restaurant ou un responsable, le chef le barman ou n'importe quel point, on a tous envie de rendre le client heureux. Donc ça, c'est pour moi, on fait le même métier. Mais par contre, niveau philosophie et niveau façon de penser, je pense que la cuisine est encore au-dessus de nous. Parce que moi j'apprends encore avec la cuisine, j'apprends beaucoup plus avec les cuisiniers que les pâtissiers, donc ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Je pense qu'ils ont traité la chose il y a des années que moi je commence seulement à la traiter. Et après je pense que les pâtissiers sont beaucoup plus pour pas les énerver, beaucoup plus soudés. Aujourd'hui, les clubs des sucrés que Christophe Michelak, Christophe Adam et Jean Chaussès ont créé, j'en connais pas beaucoup des choses comme ça. La cuisine, je les trouve un peu plus compétition. Et les pâtissiers, je les trouve un peu plus amicales. Enfin, moi, je m'entends très très bien avec les pâtissiers et j'entends pas souvent les cuisiniers qui s'entendent aussi bien tous ensemble. Comment fonctionne ta brigade par rapport à une brigade salée, justement Nous, on travaille 1 an en avance. Ah oui. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui aujourd'hui la bûche est finie, la galette est finie, comme Saint-Valentin est fini. Ouais, je suis les créateurs de mode. Ouais, mais c'est ce qui me permet de pas travailler sous pression en mode qu'est-ce que je vais faire, je stresse pas, mes créations elles sont faites et voilà. Donc et je pense que le cuisinier il est plus à l'instinct, il attend ses légumes qui arrivent, il va faire un plat au bout de la cuisine avec ses légumes. Après la cuisine. Il y a est-ce qu'il y a une organisation aussi différente. Le pâtissier doit travailler sur des semaines en avance. Enfin, les fruits sont tous sculptés. Je peux pas les sculpter le matin pour le soir, c'est impossible. On l'a vu tout à l'heure. Pour une noisette ou pour un citron, il nous faut entre 2 et 1 semaine. Le cuisinier, il lui faut du matin au soir. Après, ils ont des viandes, ils ont des choses comme ça, des trucs qui sont maturés. Mais nous, on travaille beaucoup plus en amont, vraiment. C'est plus serein peut-être ou... On n'a pas le coup de feu à crier dans tous les sens en mode on y va. Nous, on est plus. Je pense que les cuisiniers sont moins organisés que nous. Voilà. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Je sais même pas si je me considère encore chef. C'est chef. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment chef? Moi, je me considère comme un très bon pâtissier. Dire chef, il y a cette bataille entre les chefs de cuisine et les chefs pâtissiers. Quand je suis arrivé, le chef pâtissier, il n'existait pas. Franchement, on n'entendait pas parler. Il y a 6 ans, c'était le cuisinier et voilà, et c'était le chef. Mais pour moi, le cuisinier, il a autant de valeur que le chef sommelier. Et il a autant de valeur que moi, parce qu'on travaille tous ensemble. C'est pas parce qu'il fait 3 plats que moi, on garde le meilleur pour la fin. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, je me considère pas comme un chef. Je me considère plus comme un créateur. Je suis tout le temps en train de remettre en question. Je suis tout le temps en train de raffiner les choses. Je suis tout le temps en train d'aller chercher plus loin. Et comment je manage mon équipe et tout, c'est pour ça que je me considère pas vraiment chef. Je trouve que ça fait trop fort. Chef, j'y serais peut-être à 45 ans, 50 ans. Et t'es comment avec les équipes? Tu disais que tu parlais de management. Oui, ça dépend comment je suis, ça dépend comment ils travaillent. Déjà, je suis très humain avec mon équipe. On essaye de s'organiser des dîners ensemble, on essaye de sortir ensemble, on essaye de faire des choses ensemble extérieures pour couper un peu le côté chef et équipe. Et ensuite, tu prépares? Ça fait longtemps. Hein. On en parlait la semaine dernière. Ça doit faire 4 ans que j'ai pas crié. Bien. Donc c'est 4 ans. Ouais. Ce qu'on disait, c'est que la dernière fois ils s'en souviennent. Moi, je m'en souviens même pas. J'allais dire plus. Mais on en parlait. C'est que, en fait, je pense de crier, ça veut dire qu'il y a un problème chez moi. Donc, par contre, quand quelque chose ne va pas, je prends la personne avec moi et je lui parle un quart d'heure et ça suffit. Elle comprendra pour la suite. Mais parler. Je pense qu'en parlant, on a beaucoup plus d'impact sur la personne. Et c'était quoi la question déjà? C'était t'es comment avec tes équipes? Ouais, je suis plutôt cool, franchement. Après, je suis cool extérieurement, mais au travail, si ça va bien, je suis cool. Ils s'organisent sur leurs horaires, ils me disent pas quand ils finissent, ils me disent pas quand ils partent, ils me disent pas quand ils commencent. Et les jours de congé, ils font comme ils veulent, ils s'arrangent entre eux, ils me demandent des fois, chef, je veux aller là. Je dis ouais, allez-y, il y a aucun problème. Mais du moment que le travail est fait, du moment que le client est heureux, du moment que j'ai pas de plainte des clients, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien laisser. Quand j'ai commencé mon apprentissage, j'avais pas le droit de toucher mon téléphone portable. Mais on n'est pas à la guerre. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher le téléphone portable? Le pâtissier moi, je travaille bien. Enfin, je pense, ça se passe bien. J'ai mon portable H24 sur moi. Donc, tous mes pâtissiers ont le portable sur eux. Et des fois, ils sont dans le labo, ils sont en train d'envoyer un SMS. Et ben, qu'ils envoient un SMS. Je me vois pas en train de dire c'est interdit les SMS ici. Ou alors la barbe. Alors la barbe, ça c'est encore un sujet. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de porter de barbe? Non mais c'est complètement fou. Alors j'essaye. Pourquoi j'aurais pas le droit de travailler? Alors on me dit t'es en basket pour travailler. Et pourquoi j'aurais pas le droit de travailler en basket? Mais en fait, je suis le nouveau pâtissier qui va un peu déranger les choses et qui va dire aujourd'hui on a le droit de travailler avec un téléphone portable parce que c'est utile. Mon téléphone portable, c'est ce qui me fait gagner ma vie, qui me fait venir tous les clients du monde entier. Et d'avoir un jean troué et d'avoir des baskets, c'est pas pour ça que je suis comme ça que mes pâtisseries sont pas propres. Mes pâtisseries sont parfaites du début à la fin. C'est-à-dire que mes laboratoires sont lavés 4 fois par jour. Mes pâtissiers sont pas une tache sur eux. Ma veste, elle a pas une tache. Je préfère avoir un jean troué que d'avoir des taches de partout sur mon tablier. Moi, je vois les choses comme ça. Tu parlais de basket et tu m'en avais déjà parlé en me disant que tu avais imposé ça à toute ta brigade parce que tu avais eu le dos cassé par les anciennes chaussures. J'ai eu des gros problèmes de dos il y a 3 ans. En fait, je suis en basket. Pourquoi? Parce que j'ai eu mal au dos. Et mon podologue m'a dit mais c'est vrai que tu portes quoi au travail? Je lui ai montré. Il m'a dit mais il faut que tu arrêtes tout de suite ça. Et ça fait 1 an que j'ai plus mal au dos du tout. Et depuis que je suis en basket, j'ai plus du tout mal. Après, il y a des chaussures de sécurité plates. Il y a aucun problème. Mais j'avais envie de le meilleur pâtissier du monde, le meilleur pâtissier de France, le meilleur pâtissier, le meilleur, et ben le meilleur, il est super cool, il est en jean troué, il est en basket, et j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'être moi en fait. Et le vrai Cédric, il est comme ça. Et on n'est pas obligé de se casser le dos pour. Voilà, exactement. Et je suis en bonne santé maintenant. Dans une interview, je t'entendais dire que tu faisais plancher tes équipes sur des recettes sans leur donner le mode d'emploi. Juste pour favoriser la créativité. Ouais. C'est une bonne technique pour faire évoluer ta pâtisserie? En fait, c'est un concours interne que je faisais tous les 3 mois au Meurice. Malheureusement, j'y arrive plus trop maintenant parce qu'on est tellement sollicité que c'est un peu compliqué, mais j'ai fait ça pendant 6 ans quand même. Et tous les 3 mois, je donnais un thème. Un thème, c'était chocolat, tarte aux pommes, dessert à l'assiette, milliardise, peu importe. Et c'était des stagiaires au chef de partie. Il y avait une 15aine de personnes qui faisaient fiches techniques, photos, procédés. Et une création. Et il me présentait devant tout le monde, devant tout le laboratoire. On coupait le laboratoire pendant 2 heures. Et il présentait devant tout le monde pour qu'ils prennent une mise en parole en public avec tout le monde, qu'ils présentent leurs fiches techniques,
qui présentent leurs photos et pourquoi qu'ils ont fait les choses. Et se rendre compte en fait que les pâtisseries qu'on fait au Meurice, c'est pas si mal que ça. Parce que quand ils créent quelque chose, ils se rendent compte que c'est assez difficile et donc du coup ils restent plus longtemps avec moi. Donc les laisser respirer, les laisser parler, ça leur fait du bien. C'était un peu pour ça. Et c'est important d'avoir ces moments de liberté Ouais. créative. Moi je considère un peu mon équipe et moi comme un couple. Si je suis avec une femme et que je lui dis que tu peux plus rien faire et tu restes à côté de moi, elle va se barrer. Et plus je la laisse libre, plus elle va venir vers moi. Et c'est la même chose avec mes gars. Plus je les laisse libres, plus ils veulent que je sois avec eux. C'est la même chose, c'est exactement pareil. À quoi ressemble ton emploi du temps aujourd'hui ? Mon Dieu. À rien. 4 interviews dans la journée. Des avions, des interviews, des journalistes, des clients, des testings de cartes, des projets par-dessus la tête, des demandes dans le monde entier. C'est incroyable. Franchement, j'aurais jamais cru en arriver. Tu prends des jours de congé quand même Ça fait 3 ans que j'ai pas pris de jours. J'ai pris 10 jours en 3 ans. Une semaine, 5 jours là, il y a pas longtemps, et j'ai pas l'impression de les avoir pris parce qu'on m'a tellement embêté. Bref. Et ensuite, il y a 5 jours aussi en Australie entre deux démonstrations. Sinon, c'est. Après, c'est moi qui le veux parce que j'ai vraiment envie d'avancer et je sais que j'ai tous ces titres, donc je vais en faire profiter. Mais je me suis décidé que l'année prochaine, juillet-août, vous allez pas me voir. Et je serai off. Tu pâtisses encore ? Oui, en démonstration. Ouais, en démonstration, quand je suis en masterclass, dès que je suis à l'étranger, je pâtisse. Au Meurice, ça fait 5 ans et demi que je pense que je ne pâtisse plus. En fait, c'est pas que je pâtisse plus, mais je prends du recul sur mon travail. Aujourd'hui, un pâtissier qui a la tête dans sa pâtisserie, il ne peut pas voir ce qui se passe, il ne peut pas prendre du recul sur son travail. Donc j'ai tout mis en œuvre et j'ai tout travaillé sur mon système de travail pour prendre du recul sur mon travail. Aujourd'hui, quand mes gars ils font les essais que je leur demande, et quand je viens goûter, j'ai un avis neutre. Si je suis en train de pâtisser pour créer, je vais goûter à tous les éléments et mon palais sera saturé. Et donc du coup, je travaille comme ça. Et tu crées facilement ? Ouais. Dans les avions, t'as des endroits qui te dans la douche, favorisent. Même quand je dors dans la nuit, je me réveille et j'écris sur mon portable et je me rendors. Ouais, j'écris des messages. Ça travaille tout le temps là-dedans. Tout le temps. Mais je me suis jamais posé sur mon bureau ou dans ma chambre en train de me dire bon, c'est vrai qu'il faut que tu crées ça va pas. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc, et je suis en termes de création, je pense qu'on est presque à 400 créations. Donc il y a pas de. T'as pas de problème à ce niveau-là. Non, création pour moi c'est pour ça que je pense que ça marche parce que je crée très très vite. Je peux créer c'est cool pour moi ça. C'est ma partie la plus cool. Quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? Le meilleur compliment qu'on m'a fait, il y en a plusieurs, mais il y en a 2 personnes que je vais citer. C'est un petit garçon qui avait je pense 5 ans. Sa maman est venue au Dali et elle m'a appelé en salle. Je suis allé le voir. Elle m'a dit c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Et je l'ai regardé le garçon. Et quand il me regardait, j'ai pratiquement à la limite pleuré, même en le rencontrant, j'ai les larmes aux yeux parce que à 5 ans, et j'arrivais à lui créer une émotion. Et le garçon, quand je lui ai parlé, il ne parlait plus. Il était bouche bée devant moi en mode je sais plus quoi faire et je lui ai demandé comment il s'appelait et il m'a répondu je sais plus. Et donc là je me suis dit que mes desserts sont pas si mal que ça. Et ensuite j'ai un grand-père, un Sicilien qui a goûté mon citron et il avait je pense à 90 et ils étaient en famille, ils étaient au Dali à gauche dans la table de gauche et il m'a dit il m'a dit ça me rappelle mon enfance quand j'étais petit dans mon jardin avec toute ma famille. Donc c'est vraiment un public, c'est ce que je veux dire, pour moi les plus beaux compliments, c'est que c'est un public extrêmement large. On commence à 5 ans et on finit à 90, donc je touche des gens extrêmement larges, un panoplie vraiment large. Donc pour moi c'est le client, dès qu'il me met un compliment, c'est les plus beaux. Les amis ils veulent me faire plaisir. Et la pire critique? La pire critique, j'ai un jeune qui est venu, un couple qui sont venus et qui m'ont dit que ma pâtisserie était sans intérêt, trop sucrée, trop grasse. Je l'ai très mal pris, vraiment, je l'ai très mal pris. Il y a même pas 6 mois, je pense 1 an, 6 mois. Et je leur ai dit, excusez-moi de ne pas être à votre niveau et j'espère un jour d'arriver à vous rendre heureux. Voilà. Mais je retiens parce que c'est difficile d'entendre ça mais c'est des clients donc qu'ils ont une vingtaine d'années qui se permettent de dire ça. C'est dur. Et toi, ta propre pâtisserie préférée? Ma pâtisserie préférée? Oui. Celle que j'ai créée ou celle que j'aime manger? Celle que t'aimes manger? Comme j'ai dit tout à l'heure,
en fonction du moment de la journée, quand tu vas me poser la question quand je vais manger, là ce que j'ai envie de manger c'est un bon cookies qui sort du four avec de la fraise et qui coule un tout petit peu. J'adore pendant le tea time manger mes cookies parce que je trouve que mes cookies c'est un cœur coulant avec moelleux au centre et avec une croustillante sur l'extrémité avec des petites pistaches sablées et des fraises cuites. Franchement, on y est là. C'est parfait pour moi. Et quelle est la pâtisserie dont tu es le plus fier que tu as créée ? Pour en définir une, franchement, c'est difficile parce qu'il y en a 2-3 qui sont vraiment une fierté pour moi. Souvent, je réponds à celles que je n'ai pas encore créées parce que j'adore me remettre en question. Donc, à chaque fois que je crée une nouvelle pâtisserie, je dis enfin, encore une nouvelle. Et ensuite, pour répondre honnêtement, y a la noisette qui est vraiment un de mes produits phares et qui marche extrêmement bien. C'est tout en haut. Après, il y a le Rubik's. Je trouve que en termes de créativité, j'ai été copié dans le monde entier des centaines de fois. Et ensuite, la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, c'est un sujet que chaque parent l'a fait au moins une fois dans sa vie à la maison avec les enfants. Et elle a été recopiée des millions de fois sur les réseaux, à marquer Cédric Grolet, l'hashtag Cédric Grolet. Et je trouve de toucher des gens avec un sujet aussi simple que j'ai appris quand j'ai commencé la pâtisserie à 14 ans. C'est génial. Et ça t'embête ou d'être copié, je veux dire Parfois oui, ceux qui mettent pas mon nom, ça m'embête. Ouais. Mais ceux qui me mettent inspiré, ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire qu'ils avouent, qu'ils aiment et qu'ils refont ce que je fais. Mais il y en a beaucoup qui copient et qui disent qui marquent bail, blabla. C'est pas le vrai bail. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? En fait, je suis en train de faire le tour du monde en ce moment depuis 2 ans, bientôt 3 pour tisser ma toile entre chaque pays. Et l'idée, c'est de se rendre compte, ma pâtisserie, ce qu'elle vaut au bout du monde. Est-ce qu'elle est envisageable de la faire, de créer un réseau sur le recrutement et de faire des pâtisseries dans ce style-là dans le monde entier. Par exemple, travailler des fruits sculptés, mais avec des fruits exotiques ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas. J'ai envie de développer ma marque dans les plus belles capitales du monde et où c'est envisageable parce que ma pâtisserie c'est un coût. Donc je sais qu'il y a des capitales malheureusement que ça ne pourra pas marcher. Mais je pense qu'il y a des très belles capitales qui pourraient très bien marcher. T'as des idées déjà de... Oui, j'en ai plein. Oui, heureusement d'ailleurs. On y est dessus. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait courir ? Mes objectifs. J'ai 32 ans et j'ai vraiment envie de réussir. Je dis toujours à mes amis, mais tu comprends pas, j'ai vraiment envie de réussir. Et ils me répondent toujours, mais t'as réussi. Et je leur dis, non, j'ai pas réussi encore parce que je n'ai pas construit quelque chose. Mon nom est fait et les gens commencent à connaître. Mais ce que j'ai vraiment envie, c'est me comparer à Monsieur Hermé par exemple. Monsieur Hermé est un des meilleurs pâtissiers du monde et a construit quelque chose avec son nom, son marque, son style, ses entreprises. Et ça, c'est une très belle carrière pour moi. Le nôtre, c'est une très très belle carrière. Et j'ai envie d'être Cédric Grolet le prochain. Que ton nom il soit synonyme d'une nouvelle page de pâtisserie. J'ai toujours dit ça, c'est que je dis pas que ce que je vais faire est mieux ou moins bien. Ce que je dis, c'est que j'ai envie en 2018, aujourd'hui on utilise Instagram et on va l'utiliser jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est la fin et on commence à avoir une petite fin. Est-ce que tu aurais une recette que tu fais pour tes amis Ce que je fais souvent à la maison, ce que j'aime énormément, ça paraît très très simple, mais c'est j'adore les gaufres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gaufres, le petit truc que je fais en plus, c'est qu'en fait, dans ma recette, j'ai incorporé des blancs d'œufs. Ça va les aérer beaucoup plus. Et ensuite, à la cuisson, on va mettre l'appareil à gaufres dedans. Je pose l'appareil à gaufres dedans et je mets du sucre cassonade à l'intérieur. Et en fait, le sucre cassonade, c'est un sucre blanc extrêmement épais. Et il va caraméliser sur la gaufre. Et quand on va sortir, ça va être extrêmement encore plus croustillant que la vraie gaufre. Donc c'est ce que je fais à l'intérieur. Et après, je fais des pâtes à tartiner dessus ou de la chantilly et des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu mets dans ta pâte avec les blancs d'œufs ? Il y a des blancs d'œufs, il y a du beurre, il y a de la farine, il y a du sel, il y a du sucre. Mais tous les ingrédients par cœur, je ne le sais pas. Mais je crois qu'elle est dans mon livre. Donc il faut ouvrir le livre. Voilà. Ok, merci Cédric. Avec plaisir, merci à toi. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle et dans son four, dans les différents restaurants et salons de thé du Meurice, ainsi que dans sa pâtisserie au 6 rue de Castiglione. J'espère que cet épisode bonus vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous très très vite pour la 2e saison. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh.
Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.